et dans ce vide-là, que s'inscrive quelque chose qui ne dépende pas trop de moi et qui soit moi, encore plus. C'est très très étrange comme une solution, mais c'est très important. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une nouveauté, parce que c'est une source très importante, mais cette nouveauté, elle est, comment dire, elle ne peut pas si vous voulez, la seule chose qu'on ne peut pas faire, à mon avis, si on veut vraiment aller vers la création, c'est penser la musique, penser que la musique va venir comme on chante sous la douche. C'est pas du tout ça. Et donc, bon, c'est voilà, une préparation, mais ce geste primordial, c'est là que commence l'improvisation. Oui. Je rebondis un peu sur ce que tu dis sur la méditation. L'état méditatif, c'est un état, enfin, en psychanalyse, on parle d'attention libre et non flottante. Donc je voulais un peu vous poser la question en psychanalyse, qu'est-ce que vous entendez pour cette disposition un peu méditative dans la musique ou flottante dans la psychanalyse? Et Jean-Louis. Écoutez, donc d'abord, je voudrais dire que je viens ici un peu en profane, non pas dans un savoir psychanalytique, et ce que j'attends, c'est que eux aussi, les musiciens du jazz, me disent comment ils entendent ce terme d'improvisation. On l'emploie, et j'ai remarqué du reste dans le titre, qui est un titre intéressant, c'est on improvise. Le on a une certaine résonance. Dans la philosophie heideggerienne, c'est l'inauthenticité, et chez nous, chez les analystes, c'est plutôt on bat un enfant. Voilà, donc c'est évidemment la question qui est posée aussi par l'attention flottante, c'est-à-dire au fond, si on veut déplier un peu cette affaire dans ce qu'on appelle un cul ou un exercice analytique, c'est qui improvise. Qui improvise. Voilà, comment distinguer des moments d'improvisation. Alors, je sais pas, il semblerait qu'on pourrait tirer l'étymologie de il n'y aurait pas de providence. Peut-être que je la tire de façon un peu tendancieuse, c'est-à-dire improvidere, c'est-à-dire il n'y a pas de représentation au fond de but. Il y a quelque chose comme ça qui advient sans une prévision a priori prévue. Voilà, il y a des choses comme ça. Alors, donc il m'est venu trois petites questions. Bon, d'abord, dire association libre, ce terme de libre pose difficulté. Puisqu'on pourrait par exemple considérer que dans le discours d'analysant, il y a aussi une insistance, quelque chose qui se répète. Ça n'est pas d'une totale liberté en termes de moi autonome, de sujet autonome. On pourrait dire, si vous permettez, il y aurait une swang, une contrainte aussi qui peut passer aussi par rapport au discours. Il semble que Lacan, au-delà de l'association libre des signifiants, a dit peut-être qu'il y avait une insistance autour, par exemple, de points fondamentaux de fantasme, de rapport pulsionnel, de rapport à l'objet vital. Donc c'est pas aussi facile que ça de faire équivaloir improvisation et association libre. Vous me permettez d'en mettre quelques bémols, si je puis me permettre, voilà, dans cette partition. La deuxième chose, c'est alors où est-ce que serait l'improvisation? Alors on peut dire on pourrait dire que la surprise ou l'imprévu, par exemple, du trait d'esprit, c'est-à-dire on pourrait l'appeler l'improvise, ça, là, peut-être qu'il y aurait, par rapport à une supposée partition écrite, quelque chose qui justement ferait syncope, ferait devenir un peu du sujet imprévu. Donc moi, peut-être faudrait-il la
la mettre plutôt, peut-être mettre plutôt l'improvisation de ce côté-là, si on le prend côté analysant. Toute la question étant, on improvise. Voilà. Et alors, troisième question, et après je m'arrête, je vous laisserai la parole, c'est évidemment de se demander si, quand on porte par exemple une équivoque interprétative, est-ce qu'il y a quelque chose qui relève de l'improvisation, au sens où il n'y a pas de provibéré, de calcul véritable de ce que va donner cette résonance. Il y a effectivement dans toute interprétation à la fois une part qui s'appuie sur la partition que vous entendez, mais en même temps, je dirais ça en termes d'analyse, je ne connais pas, je ne connais plus pratique. L'instrument soft, quand j'étais enfant, j'ai fait un peu de piano, je connais pas d'avoir continué. Là, il y a à la fois quelque chose qui s'appuie sur le texte, sur la partition du texte, puisque vous faites résonner, mais en même temps, vous avez une part d'inconnu qui justement fait ça n'a rien d'une interprétation de savoir. Hein. Vous êtes dans une résonance possible qui va peut-être bouleverser les séries, les partitions, les portées du sujet. Voilà, donc les questions seraient là. Qui improvise? Comment se situe l'improvisation face à l'association libre, le trait d'esprit et l'interprétation? Ce seraient mes questions d'analyste, tout en gardant ma curiosité forte de se demander vraiment, mais voilà, est-ce qu'un musicien, par exemple, quitte véritablement les accords, la partition, l'écriture musicale lorsqu'il improvise? Surtout, il est difficile de supposer que l'improvisation ne s'appuie pas quand même sur un jeu partition de résonance. Voilà. Elle ne surgit pas ex nihilo. Enfin, en tout cas, c'est mes questions et je vous remercie de m'avoir invité pour que je puisse les poser. Est-ce que vous voulez réagir, Eric? Tu penses quoi de cette libre association? Quand ce sujet est apparu, les réunions que nous avons eues ensemble, c'est-à-dire le lien entre jazz, psychanalyse et improvisation, c'est une association étrange finalement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à en parler autour de moi avec mes collègues analystes et à l'université, c'est important parce que ce sont des gens qui sont censés chercher et trouver. Censé trouver, oui. Et donc quand j'ai posé la question autour de moi pour voir ce que je pouvais en dire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez du rapport entre qu'est-ce que la psychanalyse peut dire de l'improvisation, en un mot, les réponses étaient plutôt rien. Enfin rien au sens où c'était une rencontre un peu inattendue, incongrue, voire déplacée. C'est un mot assez peu fréquentable, enfin, je trouve, par les analystes aujourd'hui, ce terme-là. Enfin, quand je dis peu fréquentable, c'est-à-dire que c'est un mot qui est inhabituel. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut improviser? Il y a un aspect toujours un peu péjoratif, disons là-dedans, pour un chercheur, justement. Enfin, un analyste, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un chercheur, mais quelqu'un qui... L'analyste aurait toujours du mal à se définir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est à la fois, qui écoute des gens, qui est censé... apporter un soin dont on n'est même pas d'accord avec ce mot d'ailleurs. Est-ce que moi, en tant qu'analyste, je soigne un patient? Non, enfin, je l'écoute. Bon, et puis après, si au bout de l'écoute, il y a quelque chose qui se passe, tant mieux. Donc voilà, mais quelquefois, il y a aussi, on essaye de travailler sur les concepts, et l'improvisation, c'est pas un concept en analyse d'ailleurs, mais ça pourrait justement, c'est ça qui est intéressant, c'est un nouvel objet, si on peut dire, je trouve, hein, qui permet de réfléchir sur ces questions-là. Je trouve que les psychanalyses d'ailleurs sont souvent assez peu ouverts quand même aux nouveaux objets quand même, hein, dans l'ensemble. C'est pas, on le sait d'ailleurs que. Alors c'est une question, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire Freud par exemple, on sait très bien, c'est assez banal de dire ça, que Freud n'aimait pas du tout la musique, qu'il était même assez insensible à la musique. Il n'aimait pas non plus le cinéma, naissant à cette époque-là, il n'aimait pas le bruit, il ne voulait pas le téléphone chez lui. Enfin, c'est quelqu'un d'assez
enfin très 19e siècle, si on peut dire, mais très, très peu ouvert à la modernité. Enfin, ça c'est assez classique de dire ça. Donc, la question qu'on peut poser aujourd'hui, c'est est-ce que les analystes un siècle plus tard sont ouverts à leur modernité, à la nôtre? C'est-à-dire, alors, quand on dit modernité, c'est-à-dire c'est des questions qu'on pose. Hein. Je trouve que l'improvisation, c'est une question moderne, mais on peut passer à d'autres choses. Est-ce que les objets modernes, c'est-à-dire de notre culture qui nous environne, c'est-à-dire, je sais pas, je pense à Internet, par exemple, un moyen tout à fait nouveau de communiquer. Qu'est-ce que les analystes disent là-dessus? Alors, pas grand-chose, hein, encore une fois. Voilà, donc c'est toute la question, moi, quand j'entends improvisation, donc, en lien avec l'analyse et l'écoute analytique. Alors évidemment, on parle le premier lien, c'est l'association libre, la libre association. C'est compliqué la libre association, parce que qu'est-ce qu'on dit finalement? Est-ce qu'on dit à un patient, bon ben vous êtes allongez-vous sur le divan et puis dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. En gros c'est ça. Sauf que en général on ne le dit pas, d'ailleurs. Et même souvent, bien des analyses, je pense à Pierre Manoni par exemple à un texte où il disait que ça ne sert à rien de l'énoncer cette consigne. Non seulement ça ne sert à rien, mais c'est même un peu inutile et voire nuisible. C'est-à-dire, si vous dites à quelqu'un, il y a un côté, vous savez, il y a une époque, on parlait beaucoup de l'injonction paradoxale. C'est une injonction paradoxale quand on dit parle librement. Déjà, le fait de demander à quelqu'un de parler librement, il ne peut plus être libre. Hein, puisqu'il répond à une consigne. Donc, c'est tout à fait impossible. Donc, à la limite, celui qui va sur un divan, comme la culture analytique est rentrée un peu aujourd'hui dans le circuit, on le sait, c'est-à-dire les gens savent que bon, sur un divan, ils disent mais qu'est-ce que je dois dire? C'est-à-dire n'importe quoi, enfin, n'importe quoi, ce qui vient. Donc voilà, et c'est très... Donc après ce qui vient, bon, c'est compliqué, la plupart des gens bloquent devant ça. Hein. Donc, mais c'est la question du jeu, moi simplement je l'avais là-dessus, c'est-à-dire improviser quand on est un analyste. Alors on peut en parler d'un mini-code, mais c'est-à-dire c'est la question du jeu au sens où il s'agit de jouer avec les paroles, avec les mots, faire des jeux de mots, si on peut dire, mais aussi travailler avec ses propres rêves, avec ses propres productions les plus folles, si on peut dire. Donc c'est jouer au sens où jouer c'est prendre des choses et les tourner, les bricoler, les inventer, prendre le risque du ridicule, si on peut dire, hein, aussi. Donc, analyser, est-ce qu'on peut par exemple, je réagis à ce que tu disais sur on improvise, on chante sous la douche, c'est ça? On chante sous la douche. On chante sous la douche, mais ce que je pensais en t'écoutant, on peut analyser sous la douche aussi, finalement. C'est-à-dire est-ce qu'on peut analyser à tout instant, Freud qui se promenait avec Malheur, par exemple, on a parlé il n'y a pas longtemps dans le jardin, je ne sais pas où, à Vienne, et puis tout au long de l'année. Ouais, qui se promenait avec lui, puis voilà, il parlait de ses histoires de puissance, etc. Enfin, bon. Il y avait une forme comme ça d'improvisation. Hein. On se balade et puis on cause. Oui, peut-être la notion paradoxale justement de formuler la règle de la libre association, qui c'est la seule règle plus ou moins que toutes les générations des analystes ont respectée. Peut-être qu'il faut dire ça, parler comme si vous parlez sur la douche, quelque chose comme ça. C'est-à-dire de faire en sorte que la censure n'agit pas, et puis que la pression de l'intelligence et la raison ne soient pas bloquées, qui ne bloquent pas la spontanéité du sujet. Ça vous semblait paradoxal, mais je donnais cet exemple exactement pour dire l'inverse. Alors, ils n'ont pas écouté. Je pense que vous soulevez un vrai problème, c'est-à-dire que déjà le fait d'associer association et libre, c'est un problème. C'est paradoxe, il y a un paradoxe. C'est comme quand on dit technique d'expression. Technique d'expression, dès qu'il y a de la technique, déjà il y a quelque chose de l'expression qui est plus là. Et je pense qu'on a le même souci avec l'association. Qu'est-ce que c'est l'association? C'est ce qui relie une chose à une autre, une idée de lien. Et particulièrement en musique, mais c'est vrai aussi dans la parole, c'est un problème de lien dans le temps. C'est qu'une chose succède à une autre. C'est aussi quelque chose de très très. Comment se fait ce lien? Et justement, dans la douche, les liens du temps qui se font, qui opèrent, ce sont des liens qui sont déjà inscrits.
sont des enchaînements, encore une chaîne, un enchaînement, ce sont des enchaînements qui sont déjà prescrits par quelque chose qui est imprimé, qui est de l'ordre de l'empreinte en fait, mémorielle ou autre chose, et qui fait que on va conclure par une bonne cadence parfaite parce qu'on a été acculturé à conclure par une bonne cadence parfaite. Alors, évidemment, ça, on peut improviser comme ça, c'est-à-dire en suivant les règles du jeu qui ne sont pas forcément conscientes complètement, d'ailleurs, hein, qui peuvent être très bien, juste une grosse imprégnation très lourde, vous mettre au piano et finalement faire une musique absolument sans intérêt. Et là, on aura quand même, c'est sans intérêt, parce que moi je ne veux pas du point de vue artistique, ça peut être très intéressant du point de vue psychanalytique, parce que c'est la machine mentale qui est à l'œuvre. Ce qu'on voit, c'est le résultat d'une machine mentale à l'œuvre. Donc c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant pour savoir quelle est cette machine mentale à l'œuvre. C'est pas très intéressant forcément artistiquement. Et c'est là que probablement le problème de la liberté devient du coup quelque chose de plus fort. Qui justement, s'il y a liberté, c'est qu'il y a quelque part eu quelque chose qui vient briser la chaîne, qui vient briser l'enchaînement. Et je pense que c'est ça qui est difficile dans la construction du sujet, puisque vous y reveniez aussi, c'est le on, c'est qui est là. Est-ce que c'est justement une machine mentale qui est juste en train de déblatérer ces liens à tout, ou est-ce qu'il y a vraiment un sujet, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse cette affaire-là. Et il me semble que tout le problème de l'improvisation est là. Et le mot improvisation, dans sa pratique, tel qu'on peut l'avoir en art, et dans ce qui peut vous intéresser en termes de psychanalyse, c'est dans ces affaires-là qu'il va falloir taper, voir qu'est-ce qui sort. Oui, parce qu'il y a en fait, tu parlais du langage imprimé, enfin des mots imprimés, et j'ai l'impression que cette règle de libre association, c'est justement sortir un peu de langage articulé que vous avez aujourd'hui, pour justement faire sortir toutes ces impressions qui sont au-dessous. Hein, cette deuxième scène, cette seconde scène qu'on parle de l'inconscient. Et donc, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cette paradoxe. Est-ce qu'on peut être libre, comme disait Freud, c'est-à-dire mettez-vous comme un passager d'un train et parlez-nous ce que vous voyez devant la fenêtre et qui passe devant vous, sans donner priorité à aucun mouvement. Ça fait penser à Schoenberg dans la musique dodécaphonique, par exemple. Ne pas donner priorité à aucune tonalité. Oui, mais tu vois, c'est là que tu vois, l'exemple de Schoenberg est excellent, dans le sens où Schoenberg est obligé de sortir une grosse machinerie pour lutter contre sa tendance naturelle à faire qu'il va mettre des accords consonants, il va faire des conclusions, etc. Et pour lutter contre ça, il va mettre sur la table une technique justement qui est très forte. Mais c'est le cas aussi pour Cage. Quand Cage dit, c'est très très clair chez Cage, il explique très bien ça dans le discours sur rien. Ce qui ne lui plaît pas dans la musique tonale, c'est justement qu'on sait ce qui va arriver. Mais que pour sortir de ça, il est obligé de mettre en place tout un système d'aléas, donc de tirage du sort, toute une grosse mécanique en fait, qui est aussi grosse que celle de Schoenberg, finalement, pour arriver à accepter que quelque chose qui justement n'est pas cette impression, impression au sens d'empreinte, hein, quelque chose d'autre puisse advenir. Et c'est quoi notre machine à nous? Revenir sur ce que vous dites sur la chaîne, justement, et l'enchaînement, un des effets possibles de syncope, peut-être d'apparition du sujet, c'est une façon de rompre de ce côté enchaînement. Et il me semble que ça c'est lisible dans l'enseignement de Lacan, c'est-à-dire qu'il y a une période où la figure de la concaténation en termes latins, c'est-à-dire la chaîne signifiante, comme s'il y avait une correspondance unique S1, S2 est forte, très forte, et il y a une remise en question ensuite avec
dualité, le A ne correspond jamais aux deux, c'est ce côté constamment d'éruption qui fait que, en définitive, un effet possible se passe à partir du moment où il y a autre chose que l'enchaînement prévu qui aurait enchaîné le sujet. Il y a quelque chose, en effet, de cet aléa qui sort éventuellement d'une correspondance trop bridée. Voilà. Mais ce qui ne signifie pas que la langue est toujours là. Hein. Elle est tordue autrement que dans un jeu de correspondance qui était à l'époque S1. Moi, je suis sensible à ce que vous dites sur la mise en question de l'enchaînement. Mais dans le paradoxe, on ne peut pas éviter qu'il y a de toute façon une matière. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait la matière fait qu'on n'est pas dans une liberté ex-matière. Mais c'est à partir de c'est pour ça qu'il y a un côté paradoxal en disant à quelqu'un dites ce qui vous vient, etc. Mais c'est à partir de cette matière-là que va surgir de l'aléa. Ce n'est pas de la liberté, comme s'il n'y avait pas du nécessaire qui est aussi présent dans le discours. Pour moi, l'improvisation, elle fait citation aussi, elle s'appuie sur la matière préalable, enfin, pour moi. Non, mais c'est quand même improviser avec. Voilà. S'il y a un mot qui suit improviser, c'est improviser avec. Et même si on est seul, on improvise avec. Voilà. Parce que vous avez un instrument, c'est-à-dire, je pense, piano, je vais improviser avec ce piano. C'est-à-dire que je vais adapter ce que je vais faire à la sonorité du piano, à la salle, etc. Et je vais faire dire des choses à cet autre. Donc improviser, c'est improviser avec toujours, même quand on est seul. Voilà, on va dire improviser avec la langue. Voilà, d'une certaine façon, il y a toujours une certaine contrainte. Voilà, même si on dit que c'est de l'improvisation. On pourrait dire, nous on a la swing contrainte et vous avez le swing qui effectivement, voilà, il y a un swing qui est voilà. Moi personnellement, j'ai pas souvent aimé les déconstructions free et tout ça parce que je perdais le swing. Et j'ai quand même besoin de ce swing à partir où on peut partir un peu autrement, mais ce battement comme ça me va. Voilà. Et quand je ne l'entends plus dans le jazz, ça me va moins. Je dirais ça en tant qu'uniquement auditeur. Et donc il y a un côté swing, il y a un côté swing qui me semble assister. Et là, c'est très intéressant cette histoire avec le free jazz. Ça me donne moins. Est-ce que c'est je me reconnais moins? Je sais pas. Il faudrait que je fasse une nouvelle tranche. Je swing, sur. Juste un petit mot sur ça, sur l'histoire du free jazz, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a un documentaire formidable qu'a réédité Lina, où on a Cécile Taylor, une répétition, c'est la série Les Grandes Répétitions, et c'est une répétition de Cécile Taylor à Paris. C'est un très très beau document, c'est Cécile Ferrari, le compositeur qui avait filmé ça. Et à un moment, Cécile Taylor explique les choses d'une manière qui je trouve formidable. Il parle de la ligne de chemin de fer. En fait, il fait à la fois référence à son enfance, où il vivait d'un côté de la ligne de chemin de fer. Et il dit qu'il faut aller de l'autre côté de la ligne de chemin de fer. Et c'est une sorte d'obsession comme ça, d'aller de l'autre côté de la ligne de chemin de fer. Donc ça veut dire découvrir l'autre partie du monde. Et sachant, évidemment, la métaphore de la ligne de chemin de fer ne fera rien pour le jazz, parce que le chemin de fer, c'est justement ce rythme. Plein de musiques de jazz font référence à ça, et c'est en plus une référence encore plus profonde, parce que The Underground Railway, c'était le nom qu'on donnait aux filières d'évasion des Noirs du sud des États-Unis, au nord des États-Unis. Donc, ce problème de la liberté, il est inscrit à plein de niveaux dans l'histoire du chemin de fer. Et le chemin de fer, c'est ce rythme, c'est ce que vous appelez le swing, c'est le fait qu'il y ait cette pulsation régulière, décalée, ça, le swing. Et le fait de ne pas le reconnaître, c'est d'aller vers cet ailleurs complet. Et c'est très très clair que les gens du free jazz, en tout cas Cécile Taylor, dans cet entretien, conscientisent parfaitement ce qu'il est en train de faire à ce niveau-là. Et je trouve ça magnifique parce que effectivement, on sort du rythme
cocon dans lequel on se sent bien, on se sent être soi, pour aller vers l'inconnu. Et puis, je rebondis un peu sur je fais exprès de provoquer. tu dis un peu la machinerie qu'on met en place pour pouvoir justement aller de l'autre côté du chemin de fer. Je pense à Lacan et l'extension, par exemple, une manière justement de couper cette espèce de cocon dans lequel ils se sont à l'aise. Freud, par exemple, dans le fétichisme, il va, grâce à cette association libre, découvrir que les patients parlaient une autre langue aussi, l'anglais et l'allemand, dans sa pensée. Donc du coup, si vous continuez dans l'allemand, il ne peut pas arriver à cette espèce d'association par rapport à l'anglais. C'est-à-dire qu'on se sort aussi de notre langage pour aller à une espèce de proto-langage et de langue fondamentale qui va aller, justement, qu'on va trouver de l'autre côté du chemin de fer. Et je ne sais pas, Eric, tu penses quoi de cette machinerie qu'on doit mettre en place pour pouvoir justement se protéger de la répétition banale? Oui. Ma première association, d'ailleurs, en écoutant l'histoire de train, c'est que, on en parlait tout à l'heure, la métaphore utilisée par Freud pour parler de l'association libre, c'est le train, d'ailleurs. Puisque, tu l'as rappelé tout à l'heure, je n'ai pas la formule précise en tête, mais il dit finalement, associer librement, c'est être dans un train, dans un compartiment et raconter le paysage, dire ce qu'on voit défiler devant soi, à quelqu'un qui est derrière vous, qui lui ne voit pas le paysage. Donc, il y a une histoire de train là-dedans, et Freud était aussi la grande phobie des trains, il a toujours peur de mourir dans les trains. Comme on peut mourir, avoir peur de mourir en analyse, si on peut dire. Ça arrive, hein. Ça arrive. Ça sortirait du train-train. Oui, c'est ça. Non, c'est dangereux l'analyse parfois. Hein. Absolument. Et puis, donc, c'était quoi ta question? Je vous ai fait dérailler, je suis désolé. C'était pas du tout un projet providentiel. Non, mais ça me dit comment justement on va apprivoiser les sujets pour qu'ils puissent se sentir à l'aise de se perdre, de dérailler. Comment on va l'accompagner dans la musique, dans l'improvisation, comment on peut se permettre à un certain moment d'aller au-delà. C'est peut-être votre force du rythme, de la vapeur, du train, etc. C'est peut-être ça. C'est-à-dire la notion par hasard, c'est suivez les rails, déraillez. Il y a quelque chose. On n'arrête pas de faire ça. Voilà, suivez les rails, déraillez. Voilà, mais alors, bon, je pense qu'il y a aussi peut-être un petit malentendu qu'il faut lever sur ce que c'est que ces petites machines mentales. Parce qu'il y a une partie de ces petites machines qui est consciente, évidemment, et qu'on fait fonctionner. Un musicien de jazz qui improvise dans un standard, il y a une grille, il y a une connaissance de l'harmonie. Tout ça est finalement un exercice extrêmement contenu, extrêmement contraint. Donc il y a des règles, tout ça, et c'est pas du tout inconscient. Franchement, c'est parfaitement maîtrisé. Au point même d'ailleurs que certains solos sont quasiment mimétiquement reproduits, alors qu'on est censé dire que c'est de l'improvisation. D'ailleurs, qu'est-ce qui garantit à l'auditeur qu'il est en train d'entendre une improvisation? C'est pas... Absolument. Rien qui le garantit. Donc, c'est exactement la question qu'on s'est posée sur les séminaires de Lacan. Est-ce que c'était véritablement des versions totalement orales, ou est-ce qu'en fait, je crois, s'est aperçu qu'il écrivait beaucoup. Il écrivait. Alors qu'on peut avoir l'impression que c'était assez oralisé. En fait, il y avait une grande préparation d'écriture. Les grands sportifs aussi, on a l'impression qu'ils jouent très facilement, c'est simple à jouer, mais il y a une grande préparation derrière, dedans. Chez nous, les lectures, la supervision, la cure de chacun. Dans la musique, c'est la pratique de jouer avec ces gens-là. Et la question, ça vient aussi, je renvoie aussi après la question, parce que vous pouvez intervenir, poser des questions et associer librement par rapport à une question. Et comment on peut se lancer dans cette espèce d'aventure, j'allais dire, d'aller au-delà
du langage articulé, rationnel, qui va plus ou moins nous guider dans la vie quotidienne, pour justement trouver l'inconnu, trouver ces choses-là qu'on n'attendait pas, justement. On disait tout à l'heure, la musique comme avant le langage ou après le langage. Oui, oui. Et puis, ce que tu dis, se jeter dans l'inconnu, explorer l'inconnu, etc. Ça, ce sont des désirs, si on peut dire, qui ne sont pas à la portée de tous. C'est-à-dire, il y a des analysants, enfin des gens qui vont en analyse, qui, d'une certaine façon, ne sont pas faits pour ça aussi. Enfin, je veux dire, je pense qu'il ne suffit pas d'être sur un divan pour que les choses s'ouvrent. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que Freud lui-même le disait d'ailleurs, finalement, les premiers analystes, les seuls capables d'avoir cette capacité d'ouverture à l'inconnu sont naturellement les poètes, les écrivains, les artistes. Les analysants ne sont pas des artistes, enfin, sauf cas particulier. Et bien souvent, d'ailleurs, les artistes hésitent, on le sait, souvent à s'allonger sur un divan, parce qu'ils ont toujours cette peur d'y laisser leur talent, enfin, ou leur envie. C'est-à-dire l'analyse va me prendre ma créativité. Ce qui est pas vrai, je pense, du tout. Mais il y a cette idée. Donc, c'est-à-dire cette espèce de capacité à aller vers l'inconnu, qui est une façon de définir sans doute l'analyse, et pas avec une méthode qui est la libre association, est un travail, une espèce d'aventure particulière, et assez peu, j'allais dire, peu naturel, enfin, et le sujet a du mal à lâcher prise, justement. Donc c'est tout un travail difficile. Est-ce que l'analyse et sa méthode peut permettre à un sujet de lâcher prise? Non, d'ailleurs, c'est pas fait pour lâcher prise, mais dans le temps de la séance, est-ce qu'on peut lâcher prise et comment? Voilà. Le lâcher prise est un moment très important dans l'apprentissage de l'improvisation. J'ai parfois des groupes d'étudiants que je veux lancer là-dedans, et il y a certains d'entre eux ont un problème, une résistance à ça, mais d'autres ont des résistances énormes. Et le lâcher prise ne va pas de soi, parce que effectivement, il y a quelque chose de conservateur dans la maîtrise des choses. Mais conservateur au sens où il me conserve en bon état, quoi, au sens positif, quoi. Et donc l'idée de lâcher prise va pas de soi du tout. Oui, je pense que même les analystes eux-mêmes ne sont pas des analysants, il y a des analystes. C'est deux choses finalement. Alors un analysant peut devenir un analyste, ça arrive souvent, mais pas toujours. Les analystes sont des gens par rapport à extrêmement, qui sont dans une agrippement autour des concepts, on l'entend, il ne faut pas non plus hésiter à le dire. Les analystes sont quelquefois des gens qui ressassent les mêmes choses pendant des heures. Il y a des colloques pour ça d'ailleurs, hein. On entend les mêmes choses. Enfin bref, ils ressassent. Hein. Alors, est-ce que le ressassement est une répétition au sens aussi une improvisation? C'est aussi ça. Ressasser, c'est aussi préparer peut-être l'improvisation. Peut-être chacun a besoin de ressasser. Donc, mais il y a donc une difficulté à lâcher prise, enfin, bon, y compris, surtout chez les analystes. Dans le fait de lâcher prise, c'est-à-dire d'abandonner leur garantie, leur doxa. Ils ont besoin de s'accrocher à leur truc. Quelquefois, ils s'accrochent à leur groupe analytique, à leur club, à leur machin. C'est très difficile de lâcher prise, au sens où il s'agit d'être libre de toute attache, y compris théorique. À la fois impossible, à la fois possible. C'est aussi un problème de décentrement, de changer d'espace de référence. C'est-à-dire d'accepter justement de passer d'un espace à un autre espace. Oui. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours aussi simple. Il y a passé de l'espace du jazz confortable, l'espace musique contemporaine. C'est pas si simple. Pourtant, il y a une référence, il y a une grille de référence dans le film. On ne peut pas s'imaginer qu'il n'y en a pas. Il y a un espace de signification, mais évidemment, il est différent. C'est aussi comment faciliter ce passage, en fait, de l'autre côté de l'oreille, tout ça, avec le train. C'est intéressant quand tu dis, en tant qu'analyste,
Raphaël, comment vous entraînez à justement lâcher prise et ne pas rester dans la génétique des textes coloniens, lacaniens, tout ça, et justement aller trouver des nouveaux objets, comme on disait tout à l'heure, des nouveaux objets analytiques, de nouveaux objets musicaux. Comment s'exerce à cette capacité d'associer librement, tout accompagné aussi, comme on dit Freud, enfin, c'est toujours une métaphore musicale, et il faut se coller au discours de l'analysant comme quelqu'un qui s'accroche au téléphone, c'est-à-dire, voilà, tu parles de quoi, c'est ta musique, la musique dans ta langue parle de quoi, en dehors du langage. Comment vous entraînez pour lâcher prise? Question élaborée. Il ne lâche pas le livre. Lâcher prise, justement, ça évoque ce que Lacan disait sur le fait qu'il n'y a pas de prise de conscience. C'est justement parce qu'il y a de la surprise que ça advient quelque chose d'un peu différent. Voilà, moi, par exemple, ce que j'aime dans le jazz, c'est cette espèce d'altération continue on ne peut pas trop coller parce qu'il y a toujours une irruption, il y a toujours une superposition de notes, il y a toujours quelque chose qui dérape. Voilà, il y a une espèce de déhanchement permanent et ça me va. On a l'impression qu'on ne peut pas coller véritablement insignifié dans le jazz. Voilà, il y a, je pense à Thelonious Monk par exemple, j'aime beaucoup l'ironique et l'ironiste. Voilà, cette espèce de phrase qui commence, il y a une irruption, on reprend ailleurs, etc. J'adore des choses comme ça. Oui, il y a par exemple aussi toute cette façon, le silence comment ça s'appelle, un chanteur. Voilà, cette espèce de façon de respirer, de faire entendre un écho particulier. Le silence est aussi une façon de lâcher prise. Voilà, de l'enlever comme je fais. Voilà, il y a aussi des moments de silence. Voilà. La musique est il me semble, la peinture déconstruit. Et la musique est une façon perpétuelle d'altérer un trop de collage à une seule impression. Quelque chose qui en même temps fuit, même si c'est pris par exemple au Ravel dans une répétition, il n'empêche que les variations font des collages. L'analyse, c'est quand même séance après séance et de multiples variations, où justement vous pouvez avoir un ressassement. Mais à un moment, il peut. Voilà. En fait, ce qui compte, c'est la dissociation. Oui, il y a ça. Pas en termes de psychiatrie classique, de schizophrénie, bleu aérien, mais il y a ça. Il y a en effet, il y a quelque chose qui est. Voilà. Mais c'est l'inverse de la prise de conscience. C'est quelque chose comme ça. Sur la fin, il a vraiment dit que, même du côté du symbolique, d'une certaine façon, il y a encore trop, ça n'advient que du côté plutôt d'une bévue, du côté des choses comme ça. Une radicalité de ce qui vient comme ça, un peu. Voilà. Mais il y a aussi, on pourrait quand même dire que dans l'analyse, on a quand même la contrainte, il y a la contrainte, comment dire ça, mais la question du transfert, la répétition, c'est quand même des choses importantes pour nous. Voilà, c'est aussi à travers ça aussi que va se jouer la possibilité de faire varier la répétition éventuellement ou pas. Mais l'improvisation ne se fait qu'avec ça. Et aussi le jeu sur le praticable, sur le cadre. On ne sait pas ce qui s'y passe. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de ça. Voilà. C'est pour ça que moi je lis les deux. Je ne vois pas de fond d'improvisation comme ça. On improvise, une espèce de liberté absolument extraordinaire. Je ne crois pas que c'est la question de Lacan, où le sujet est pris dans un jeu signifiant. Et pas du tout dans une liberté. Ce qu'on pourrait remettre en question maintenant, des philosophes qui s'insultent contre le fait que des gens comme Derrida, comme Foucault, comme Lacan, etc., ont foutu en l'air le sujet. Il y a un retour au sujet un peu humaniste, un peu volontariste. Et je crois que la position lacanienne est très particulière. Il y a une contrainte, il y a des effets, une contrainte du signifiant, il y a des contraintes pulsionnelles, il y a des inscriptions dans le contact qui sont importantes. Et c'est là-dessus que va peut-être se faire le trait de génie de l'analysant, dans ce qui va associer de notre part. Oui, il y a aussi des contraintes qui sont attribuées à la contingence, mais il y a aussi des contraintes qui sont déjà sur la phase d'expérience, ou qui sont peut-être pas à la surface. La contrainte est plutôt du côté de la nécessité. Il y a eu un jeu de Lacan entre le nécessaire et le contingent.
Voilà. Et justement, la contingence, c'est l'événement d'une séance qui peut... c'est ça qui est intéressant. Vous avez un inattendu et puis tout d'un coup... voilà, mais vous ne pouvez pas dire, par exemple, dans une séance, bon, alors, là, on improvise. Et dans le feu de l'improvisation, c'est vrai que ce qui compte, c'est ce qui advient. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a une très très belle phrase d'un compositeur allemand qui s'appelle Niklas Luhmann, qui dit il ne faut pas se laisser aller, mais se laisser venir. Il parle de la composition. C'est très, très joli, parce que par rapport à cette histoire de sujet, c'est-à-dire qu'au fond, c'est vrai qu'il faut dépasser la volonté à un moment. Si on ne fait que vouloir les choses, on les contraint trop. Et puis il faut être à l'écoute, c'est-à-dire savoir recevoir aussi. C'est ce qui me rappelle par exemple ce que vous dites, la guérison, c'est-à-dire quand si vous mettez devant quelqu'un et qui dit voilà je veux vous guérir, évidemment c'est totalement raté. Ça ne veut pas dire que Lacan a utilisé une formule extraordinaire, il a dit la guérison vient de surcroît. Il faudrait du reste entendre là aussi d'où vient ce surcroît. Alors, il y a de multiples possibilités, il n'a pas pris au hasard. À mon avis, le surcroît, il vient d'une parole évangélique, qui est, parce que Lacan a un rapport au catholicisme assez particulier, qui est, vous savez, ne demandez pas à votre père de tout de suite vous donner. Non, ça vous viendra de surcroît. Et il dit qu'il n'est pas légal à l'égard de ça. On n'a pas forcément à se désintéresser de ça. Mais que c'est une question méthodologique. Voilà. C'est-à-dire qu'il met l'aléa de cela comme méthode analytique. Ça vient, et on peut dire que la partition, de portée, de superposition de notes, quelquefois multiples, c'est du surcroît en permanence. Je ne sais pas si vous diriez ça. C'est du surcroît, tout ce que vous entendez dans les accords, les multiples, les choses, ou au contraire de la... voilà, par exemple, chez Weinschentel, il y a un côté lithotique, par exemple, un côté elliptique. Vous avez en jazz cette espèce de balancement entre le lithotique et l'épileptique. Voilà. Oui, mais je n'ai pas perdu ma journée. Avec la plus, on va laisser venir le public. Si vous avez des questions, si. Bon, si vous avez des réponses aussi. Des réponses, il n'y a pas seulement une question. Je suis là. Et je voulais vous demander, je voulais revenir au geste premier avec lequel vous avez commencé. J'étais très intriguée par ce geste premier. Parce que je pensais, il est en train de parler de la préparation pour arriver à improviser. Et parce que je pense, et ça c'est une hypothèse que je me suis faite et je veux vous demander, disons, l'improvisation c'est, je fais une parenthèse, je pense au théâtre, à l'improvisation théâtrale. Pour arriver à ce geste premier, pour arriver à improviser, c'est, disons, normal, créer les conditions. Alors c'est très important. Et ce n'est pas seulement l'apprentissage pour improviser, mais constamment, tu dois créer les conditions. Et à chaque fois, c'est différent. Et je pense que c'est une partie de l'improvisation, une pré-improvisation. Ça c'est une question que je voulais vous poser sur la question du geste premier. Pour moi, elle est essentielle, cette question-là. Je me mets en situation. Il y a ce piano là, j'ai toujours envie de dire bonjour. Allez-y. Et c'est vrai que. Merci. Allez-y, c'est vrai que il y a un moment, il va y avoir des premières notes. Enfin, il va y avoir, je vais mettre le doigt sur le clavier et quelque chose va sonner. Et à partir de ça, c'est bon, je suis libéré. Ça va aller vers quelque chose parce que dans ce retour-là, je vais dialoguer. Mais d'où ça sort, ces premières notes là, qui sont là.
j'ai envie que ça ne sorte de nulle part. J'ai pas envie de me dire, si je veux improviser vraiment, j'ai envie d'être provoqué aussi. Donc, j'ai pas envie que voilà, mes doigts ont l'habitude de jouer un ré majeur, ploum, c'est un ré majeur qui tombe. Donc, quelque part, je suis obligé de travailler une déviation par rapport à ce qui est imprimé en moi. Et donc, là, je fais finalement agir une forme de volonté pour casser quelque chose. Parce que sinon, j'aurais pas cette suggestion qui va me permettre d'embrayer. C'est vrai que c'est très très compliqué. Je vous dis une chose, parce que dans le théâtre, par contre, on travaille dans le piste pour chercher juste à être dans la condition d'improviser le détail et surtout le déséquilibre. Et je voulais vous demander si vous aussi, comme ce geste premier, crée les conditions pour, si vous voulez, un certain déséquilibre pour penser différemment. Exactement, vous l'avez parfaitement dit. C'est cette disjonction-là. Enfin, il faut qu'il y ait au départ quelque chose qui accroche, et pas quelque chose qui cloue. Et donc il faut, pour que ça accroche, il faut qu'il y ait quelque chose qui suggère, en fait. Parce que et ça, c'est très très important, à mon avis, mais ça, c'est des questions pratiques. Après, ça peut ne pas marcher, ça ne marche pas à tous les coups. L'improvisation, il faut savoir, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Ceci dit, vous savez, quand on écrit les pièces, ça ne marche pas à tous les coups. C'est justement, je pense, comment se mettre en condition de parler librement. Et la raison vient nous donner, comme toute la technique surréaliste, par exemple l'écriture automatique, justement d'utiliser la raison pas pour se guider, sinon plutôt pour s'égarer. Dans le sens de se perdre et trouver une autre solution que celle qu'on attendait auparavant. Alors oui, je profite simplement en seconde du micro pour dire que ça me paraît très important, ce que vous nous venez de préciser, tous les quatre, c'est-à-dire cette différence capitale qu'il fallait préciser tout de suite entre les spontanés et l'improvisation. Et en plus, la différence entre association libre, qui n'est pas synonyme d'improvisation. Autre point, c'est pour ça que je laisserai plutôt de côté les termes de se laisser, disons, lâcher prise, que ça donne l'idée de quelque chose comme une situation tout à fait agréable et positive, alors que Breton, par exemple, utilise le terme « se jeter à l'eau », que ça implique qu'il y a un risque, non? Il y a toujours quelque chose qui va vers les risques, vers ce que vous dites, hein, une sorte de dissociation, quelque chose notamment qui n'associe plus. Et c'est là que peut-être quelque chose va s'instituer. Alors, je vais répondre à toutes les questions. Donc, il y en a une, deux, trois. Hein. Je vous demande à la limite, si vous êtes d'accord, on fait toutes les questions et puis on répond à la fin. Hein. D'accord, allez-y. En fait, c'était une question, une réflexion par rapport à ce qui était dit à propos du lâcher-prise, du transfert. Et je voulais me baser à partir d'une anecdote qui a l'avantage d'être documentée, qu'on peut voir sur un DVD. La scène est Anthony Braxton, Chick Corea et Nick Collins. Et Anthony Braxton qui est en train de dire à Nick Collins, je vais te chanter quelque chose. Et il scatte pendant de longues minutes quelque chose d'absolument merveilleux. Nick Collins lui demande, mais qu'est-ce que tu viens de me chanter? Eh bien, je viens de te scatter, note pour note, un solo que tu as fait telle date, il y a 20 ans, du morceau de Song Is You. Si vous vous référez à cet extrait, vous verrez la tête médusée de Chick Corea qui est entre les deux. Et ça me fait penser au... J'ai une question là, peut-être aussi pour l'artiste, c'est si la comparaison est peut-être un petit peu scabreuse, tant on l'a quand même, puisqu'il s'agit d'improviser, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du transfert qui opère entre musiciens lorsqu'il s'agit effectivement d'improviser, que ce soit en studio ou sur scène? Et juste une dernière remarque, il y a une certaine contemporanéité du jazz et de la psychanalyse. Si on prend comme date symbolique 1895,
1895 avec l'esquisse de Freud, c'est aussi la date attribuée au premier groupe légendaire, au sens qui n'était pas enregistré, le premier groupe dit de jazz de Buddy Bolden, pris comme le père de la horde de la Nouvelle-Orléans. Buddy Bolden, un artiste légendaire, mythique, jamais enregistré. Et Lumière, 96. Et Lumière, 96. Oui, bonjour. Monique Laurie. Moi, je me posais la question de la causalité psychique par rapport à ce geste premier. Et je me demandais, y a-t-il une causalité à ce geste premier, ou est-ce un jeu, une mise à distance avec une possibilité de causalité? Ouais. Bernard Robas, ce que vous évoquez ici est très proche de ce que nous mettons au travail en psychodrame, notamment au niveau des conditions du jeu. Ce que nous cherchons dans le début du jeu, c'est un état tout à fait particulier que Serge Godet a appelé le discours du groupe, et où, avec Thierry dit, à Louvain, j'essaye plutôt de ramener du côté de la dimension contractuelle de l'être, c'est-à-dire d'une espèce de dépossession de soi-même. Le jeu n'est possible que dans la mesure où les participants du groupe se sont mis à parler, où le psychanalyste a entendu quelque chose, qui est une espèce de thématique, et il va proposer un jeu à quelqu'un à partir de cette thématique. Mais le jeu est le jeu de tout le monde. C'est le jeu de tous les participants, à peu près. C'est pas le jeu d'une personne, de telle sorte qu'on ne sait plus, c'est ce que vous avez dit au début, on ne sait plus de qui il s'agit. Et dans cette condition, en effet, à un moment donné, une improvisation est possible, dans le sens que quelque chose pourrait advenir. Alors, ce qui me frappe par rapport à ce contexte particulier, c'est que s'il y a quelque chose qui advient, il est tout à fait possible qu'on ne s'en aperçoive pas, que personne ne s'en aperçoive que dans l'effet d'après-coup. Où un participant pourra dire 2-3 séances après, à ce jeu, j'ai dit une phrase, ou j'ai entendu une phrase qui a produit un effet que je n'attendais pas, et qui tout à coup éclaire quelque chose. Alors je me demandais si, en jazz, depuis un an je suis les cours d'histoire du jazz à Liège, avec Jean-Paul Chevenet, je me demandais si, dans l'improvisation en jazz, il y a un effet d'après-coup aussi. C'est une question, en psychanalyse, c'est assez classique cette question-là. Je ne sais pas si dans l'improvisation du jazz ça peut exister. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Chacun prend une. Je ne sais pas si c'est une question, plusieurs questions ou des remarques. D'abord, l'association libre, je pense qu'on devrait aussi l'appeler association contrainte, parce que le but, c'est de lever les refoulements sur des déterminations qui sont signifiantes de déterminer le sujet. Alors, il me semble que la grande question, est-ce que c'est la différence entre le jeu, entre automatisme, effectivement de faire quelque chose, et inventivité. Voilà. Quand est-ce qu'on cesse de regarder le paysage, on laisse respirer les signifiants, il faut quand même un peu lâcher et défaire la censure, et quand est-ce qu'on déraille et qu'on invente quelque chose, qu'on laisse place à de nouveaux signifiants, d'autres accords, un autre là sonore. Voilà. Et il me semble que là, tout ce geste dont vous parliez, c'est le geste de jouer la division du sujet. Alors, excusez-moi, parce que voilà, on a les autres tables, pardonnez-moi. À la oui, je voulais savoir si quelqu'un une citation. Non, pardon, madame, excusez-moi. Il y a encore une question, et après, peut-être, je vous demande de les garder dans les autres tables. Elles vont ressurgir sous notre forme, parce qu'après, sinon, on n'aura plus le temps de faire répondre à nos interlocuteurs. Donc, dernière question. Non, pas vous, madame, il y a Par rapport à la question du geste premier, la distinction que je voulais faire entre l'accord plaqué et simplement la note, une note posée. Wow. C'est bien.
Effectivement, bon, sur le geste premier, j'ai lancé ça parce que justement ça pose la question de l'origine de la création et tout ça. Bon, c'est des questions un peu trop vastes. Par contre, il y a quelque chose qui, moi, me paraît important par rapport à la thématique qu'on voulait traiter dans cette table ronde et puis des questions que vous venez de dire, c'est ce problème de justement la détermination. J'ai dit le mot détermination, il a un sens ici en physique, on vient le déterminer. Quelque part, ça nous renvoie aussi, à mon avis, c'est des lectures qu'il faudrait faire plus attentivement, mais je les donne comme piste de réflexion par rapport aux questions qui ont été posées à Hume, à la philosophie de Hume. Qui en fait, justement, c'est l'inventeur de la statistique, et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le problème justement des causes, de qu'est-ce que c'est que la détermination. Et je pense que ce serait intéressant de relire Hume, et de relire Hume peut-être aussi avec les Hume, H-U-M-E, de relire Hume avec peut-être aussi les oreilles de Deleuze, qui dit ça. Ça me paraît très juste et c'est lié à cette idée d'association et ce côté un peu compliqué, on a vu, de la liaison entre les deux choses. Si on associe, finalement on prive d'une certaine liberté à un moment. Et ce que dit Deleuze disant Hume, dit qu'il y a deux conceptions finalement. Il y a une conception qui ramène au contrat, qui voit d'une manière assez négative, c'est-à-dire comme liberté privative. Et il dit que l'inverse de ça, alors c'est des histoires sur la nature humaine, etc., je résume vraiment très maintenant, c'est élargir le cercle de la sympathie. Je trouve l'expression absolument magnifique. Élargir le cercle de la sympathie, je pense que c'est exactement ce qu'on fait quand on fait de la musique. C'est-à-dire c'est pas un contrat. Il y a un contrat, il y a toujours des contrats. Mais il y a aussi cette idée qu'on va élargir le cercle de la sympathie. Évidemment, sympathie en musique, c'est les cordes qui vibrent. Donc, pour répondre à l'accord et la note, peu importe. Du moment qu'il y a des cordes qui vibrent, elles vont faire résonner par sympathie d'autres cordes. Et c'est vrai aussi quand on joue avec d'autres musiciens. C'est ça qui se passe. Et c'est là aussi qu'il peut émerger justement la libre association, dans le sens qu'à un moment donné, l'analysant, l'analyste vont livrer par rapport à un certain discours, et ça va faire émerger autant l'attention de l'analyste comme celui de l'analysant. Et là, il y a quelque chose qui peut se produire de l'ordre d'un nouvel objet, d'un nouveau chemin. Vous voulez répondre aux questions de nos participants ? Non, c'est des questions surtout adressées à l'artiste. Non, la question, simplement, non, ce serait un long débat, je pense. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé ce matin, je pense, de la question, enfin, c'est venu là, la question du transfert, hein, c'est-à-dire la question de à qui ça s'adresse. Quand on est un artiste, on fait des choses, on peint, on fait de la musique, etc. Mais on fait ça pour qui? On fait ça pour présenter ça à un public éventuellement. Et encore, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais il y a une forme d'adresse quand même au niveau artistique. Quand on est sur un divan, évidemment, l'adresse elle est différente. C'est-à-dire le transfert, c'est quelque chose, c'est de la parole, mais c'est de la parole qui se développe dans un cadre particulier, dans un cadre contraint, oui, à quelqu'un. On parle à quelqu'un. Alors à l'analyste naturellement, mais qu'est-ce que ça veut dire parler à l'analyste? Donc c'est la question du transfert, c'est-à-dire que la question de la... Alors je vais employer un mot un peu... Un gros mot si on peut dire, c'est la question de l'amour, c'est-à-dire l'amour de transfert, c'est-à-dire... Hein, alors dans la musique, ou ailleurs, c'est-à-dire la question de l'amour, c'est-à-dire qu'on peut créer, pas par amour, mais on crée à quelqu'un dont on veut être aimé, si on peut dire. Hein, donc voilà, moi je pense que c'est des questions, enfin bon, on n'a pas trop soulevé, mais voilà, par rapport à la question du transfert qui avait été soulevée là, je trouve... Une des premières acceptions freudiennes du transfert, c'est le transfert de représentation
qui est pluralisé. C'est l'idée de dire qu'il y a des représentations qui circulent, on dirait nous maintenant des signifiants, etc. Mais une des premières occurrences du mot transfert, c'est ces transferts au pluriel de représentation. Donc, évidemment, une analyse se règle à la fois sur cela et sur ce point de transférentiel. Moi, j'ai toujours été frappé dans les formations de jazz de la façon dont les différentes sections vont se présenter, alterner dans leur présence. Vous avez le pianiste, vous avez le batteur, et dans le contrebassiste, et les saxos. Et alors, selon les formations, il y a des jeux totalement différents justement de la question de la dominante ou pas, qui est plus ou moins cassée. Parce que, précisément, l'idée de l'association libre, c'est de dire plutôt qu'il n'y a pas de dominante, que le Dieu ou le diable est dans le détail. Voilà, c'est plutôt cette idée de dire qu'il n'y a pas de dominante quand on dit parler comme ça, il n'y a pas cette idée, effectivement, de dire voilà, il y a une prise de conscience d'une dominante particulière. Et du reste, tous les musiciens de jazz, bon, bien entendu, qui avaient formidable parfois effet de corps, où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se déborde. Enfin, je pense, Paolo Fresu, par exemple, actuellement, il joue avec un spécialiste du bandoneon italien. C'est absolument dans la façon dont les corps de ces deux artistes, c'est souvent, ça ne voit pas souvent dans les scènes de jazz, qui se répondent, c'est absolument. J'ai vu ça récemment dans l'OM, c'est absolument. Voilà, il y a ça. Mais en revanche, ce que je cite dans le début de mon bouquin sur les théories interprétatives, il y a des Notorodam Melvin, qui est un pianiste, qui, au contraire, casse toute image spéculaire. Il ne regarde pas, dans la question du groupe, il est totalement pris dans le rythmique, c'est-à-dire l'objet fonctionnel scopique n'existe plus. Il ne concède rien. Alors souvent, les Italiens qui sont très, Bautista par exemple, qui sont très dans un jazz un peu comme ça, lui, c'est une espèce de. Il n'y a pas de concession au spéculaire. Au contraire, voilà, donc c'est variable par rapport à votre question, ce jeu de transférence. Pardon, je peux dire une dernière chose sur ce que vous disiez là, sur la question de la causalité, de la détermination. Alors, bien entendu, il y a la question de la censure ou du refoulement que vous citez, mais quand vous utilisez le mot de division du sujet, c'est d'abord la notion de division n'est pas évidente. Et je crois qu'un pas de Lacan est de dire que s'il y a quelque chose aussi qui, dans l'association libre, est en jeu, c'est le plus de jouir. C'est-à-dire, c'est le rapport à l'objet pulsionnel. Ça, c'est très important, au-delà de la question de la censure et du refoulement. Donc, c'est ça aussi qui détermine, à mon avis, ce qu'on entend du rythme qui tourne, qui peut tourner autour de ça. Parce que la division du sujet, elle est extrêmement, chez Lacan, c'est pas la spaltung, c'est-à-dire elle est prise dans une opération arithmétique. Il se sert de ça en disant que le reste, c'est le petit a. Hein, on ne peut pas développer ça. Et c'est très précis, c'est pas, voilà, on dit division comme ça, on l'utilise partout, mais il l'a pris, si vous voulez, dans l'analogie de l'arithmétique. Et c'est très étonnant, parce que c'est, de ce point de vue-là, c'est dire qu'il y a un reste permanent, une espèce de reste permanent qui résisterait au passage à la significantisation. Voilà. La division du sujet, c'est entre la question, effectivement, de l'objet A et de la question signifiante. C'est pas toujours entendu comme ça. On dit division sujet, on le dit en termes de spaltung, de signifiant, des choses comme ça. Or, personnellement, ma lecture, voilà. Et donc, c'est évidemment que dans l'association libre, nous maintenant, on marche ou on ne marche pas par rapport à ce que nous dit Lacan. Justement, ça, c'est une déprise de conscience de ce que dit Lacan. Je travaille un peu à voir comment ça se fabrique, voilà, pour ne pas être dupe. Mais il n'empêche que ça me semble un point tout à fait. Il y a quelque chose de l'assistance aussi dans l'association libre qui tourne autour de ce plus de jouir. Et c'est là quand même qu'est la question, parce que
pour céder sur la prise, lâcher prise, comme on dit maintenant dans le terme, il faut toucher les éléments de jouissance. Si vous ne les touchez pas, voilà. Oui, il y a cette tentative, comme on disait tout à l'heure, enfin, qui n'a pas des dominantes dans les discours, qu'on trouve dans les jazz, qu'on trouve aussi dans la musique sériale, ou dans la pantonalité ou la tonalité de Schoenberg, disons. Voilà, cette tentative de donner la liberté aux signifiants à tourner librement, et pas seulement guidé par les livres ou par le complexe quoi que ce soit, récupérer un terrain de liberté pour les sujets, chose que les artistes trouvent. Enfin, tu disais tout à l'heure, Eric, qu'il y a des artistes qui ont peur d'avoir fait un analyse, mais il y a Claude Rao, par exemple, Yannick, plein de gens qui sont, grâce à l'analyse, récupérer une liberté dès l'association des signifiants qui avant s'étaient guidés par les bips, par papa-maman, enfin, etc. Plein de choses. Bon, on va continuer. Merci beaucoup à nos invités.